Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire au nom de la SFGP. Pour ma part, Pierre Kiner, je suis le vice-président industriel de la SFGP. C'est vraiment un vrai plaisir aujourd'hui d'introduire au nom du bureau ce webinaire qui est dédié aux nouveaux solvants et aux aspects méthodiques qui s'y attachent. En tant que vice-président industriel, je me sens très concerné par cette thématique, car elle nous touche à la fois en tant que professionnels et en tant que particuliers, parce que nous sommes conscients collectivement que nous avons besoin de solvants performants, mais que les aspects HSE de ces produits, que nous manipulons et élaborons, sont importants. Il y a donc de véritables enjeux techniques et sociétaux à mettre à disposition des différents usagers des produits qui soient à la fois les plus sûrs et les plus efficaces. Et évidemment, derrière cela, il y a de la science, il y a des méthodes, il y a des techniques pour concevoir, pour tester, pour évaluer. Il y a de la chimie, il y a de la physico-chimie et du génie des procédés. Et donc, ce webinaire devrait nous donner quelques éclairages sur ces aspects scientifiques et je laisserai à Yao Silhouette le soin d'introduire tout cela plus en détail. Mais je voudrais faire remarquer ici que c'est pleinement la mission d'une société savante comme la SFGP que de favoriser là le partage des connaissances, de l'exposer, d'exposer finalement les gens qui vont regarder ces webinaires ou qui vont y participer aux différentes idées, aux problématiques variées qui se posent dès lors qu'elles ont un lien avec la conception, la compréhension ou l'analyse ou l'utilisation d'un procédé et des produits qu'il met en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous nos webinaires sont enregistrés en accès libre, tant sur le site de la SFGP que sur sa chaîne YouTube. Donc, je voudrais remercier particulièrement nos deux intervenants du jour d'avoir réalisé ce webinaire qui va nous ouvrir les yeux sur des sujets importants, bien que pas nécessairement très connus de la plupart d'entre nous. En tout cas, bon webinaire à tous et merci de votre participation. Et Yacine Watt, je te laisse la parole. Merci Pierre, merci pour cette introduction. C'est avec grand plaisir que je présente aujourd'hui ce groupe de travail dédié aux nouveaux solvants, qui réunissent des chercheurs, des ingénieurs, des industriels. Ce groupe a pour objectif d'approfondir les connaissances sur les propriétés physico-chimiques, les mécanismes d'interaction et les applications innovantes de solvants alternatifs, notamment ceux à faible impact environnemental. En favorisant les échanges interdisciplinaires et la collaboration entre les acteurs académiques et industriels, ces groupes ambitionnent de développer des procédés durables et performants adaptés aux défis actuels du génie de procédés. Les groupes de travail sur les nouveaux solvants se concentrent sur 4 axes principaux: l'innovation et le développement durable, la collaboration et les partenariats, la recherche et le développement et la formation et l'éducation. En conclusion, ce groupe de travail est une initiative importante pour promouvoir l'innovation et la durabilité dans les domaines des solvants. Nous sommes convaincus que ces travaux contribueront significativement à l'avancée du génie de procédé. Particulièrement, je veux remercier Martine Poux pour l'organisation de ces webinaires sur les méthodologies dans l'industrie et dans l'académie pour l'ingénierie des solvants et la prédiction de la solubilité. Je veux remercier aussi les 2 présentatrices qui vont nous présenter ces travaux. Je veux juste faire remarquer rapidement que les participants ne peuvent pas parler ou ne peuvent pas parler. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur la partie questions-réponses. On s'occupera de les lire et les intervenants répondront. Donc, je veux ainsi présenter la première intervenante, Madame Florence Vermeer. Florence Vermeer a soutenu sa thèse de doctorat en 2019 au laboratoire des technologies chimiques à l'Université de Gand. Elle a ensuite rejoint les Green Group au sein du département of Chemical Engineering à l'MIT en tant que postdoctorante. Actuellement, elle enseigne le génie des réacteurs chimiques et la science des données et l'analyse à la faculté des sciences et l'ingénierie de l'Université de Leuven. Madame Vermeer est une experte renommée dans les domaines de la chimie computationnelle et de l'application des techniques de machine learning pour la prédiction des propriétés chimiques. Elle a contribué de manière significative à la recherche sur la prédiction de la solubilité des composés organiques dans divers solvants en utilisant des approches innovantes de machine learning. Ces travaux ont été publiés dans des revues scientifiques de premier plan et ont été reconnus pour leur impact sur l'industrie et les milieux universitaires.
Thank you, Florence, for your presentation, and this is for and this time is for you. Thank you. Okay, so good morning, everyone. Thank you, Zhao, for the introduction. My name is Florence, indeed, and I'm a part of the Department of Chemical Engineering at KU Leuven. And today I'll tell you a little bit more about how we use machine learning to predict solubility limits. So let me first introduce you why solubility limits for us are important. So this whole project started a couple of years ago while I was at MIT, where we were collaborating very closely with pharmaceutical industry. And they came to us telling they had a very big challenge and they wanted to know what the solubility was of their pharmaceuticals in a broad range of organic solvents at different temperatures, because it's very important in organic synthesis, because it can tell you when certain component starts to participate and when flow synthesis, for example, is no longer possible. But also it's very important in purification, liquid extraction, crystallization, and so on. So, but we started with a very big challenge to predict the solubility of pharmaceuticals in organic solvents for which there was no data available. And so this is the main purpose of my talk, predicting this solid solubility, which I'll refer to as log S. But before, I'm sorry, just we'll take the pointer. But before talking about log S, I also want to put some attention to predicting solvation-free energy, which is the energy to dissolve a molecule from the gas phase to the liquid phase, because it's something important that we'll need later to predict solubilities. But before I start talking about solubility, I briefly want to introduce machine learning. I won't go into details about how machine learning models work at all, but something that's very important for us is how do we represent molecules in machine learning? Because in the end, what we want is to relate a molecule or the structure of a molecule to a property like solubility or solvation-free energy. So we have to be able to represent that molecule in a machine learning framework in a mathematical format. So let me briefly introduce how we do that. So here you can see an example for aspirin, where you're all familiar with Cas number, formula, maybe you're familiar with the Smiles representation, which is a string representation of that molecule. Inchi is a very similar string representation of that molecule. But you can also represent your molecule a bit more complex, for example, using its functional groups, or even more complex with 3D information or with graphical representation. And so we will focus in our machine learning models on graph convolutional neural networks, where we use this graph representation of our molecule, where each of the atoms is a node and each of the bonds is a vertex. So each of the atoms is a node and each of the bonds is a vertex. And so in our machine learning framework, graph convolutional neural networks, or more specifically, directed message passing neural networks, will try to represent our molecules as graphs. And each of those nodes and vertices are featurized. For example, this node A1, it is an atom, and it's featurized with features from this atom. For example, which atom is it? Atomic number, atomic mass, electronegativity, or any feature that you think that is important for this atom that can relate to the property that you want to predict. And so very similar for the bonds, we featurize our bonds, for example, telling whether it's a double bond, a single bond, what the conjugation is, and so on. And so once we have constructed this graph of our molecule, which you can do, for example, with the open source toolkit RDKit, then we'll use directed message passing neural networks. If you're interested in the complex math behind it, I can definitely help you out with that, but I won't focus this talk on the math behind it. I just want to tell you that the message passing neural network, it's learning by passing on information from neighboring atoms, how functional groups or how react or moieties in your molecule look like and how those relate to your property that you want to predict. So it's learning what is important in this molecule to predict the property that I want to have. So with this directed message passing neural network, we convert our graph of our molecule to what we call an embedded molecule, which is basically a long vector that represents our molecule. And that vector we put in a typical feed-forward neural network, where we use that to predict our property. Now, in our work, we adjusted this machine learning framework a little bit. Maybe just before I go there, this
this is actually a lot of complex machine learning, but everything is available in an open source software package called ChemProp. So if you're interested in that, you can scan the QR code. There are YouTube tutorials on how to use it, and it's supposed to be user-friendly. So maybe you can try it out if you like. But so for our work, we had to adjust this framework a little bit because we are working, if you remember, with two molecules. We had our API, that's our solute, and we have our solvent, organic solvent. And we have to have two molecules in our neural network. So in the first attempt to do this, we extended this message passing neural network in ChemProp to have two distinct molecules, our solute and our solvent. So we have here, instead of one directed message passing neural network, we have two, one for our solute, one for our solvent. So we basically create two vectors, one solute embedding and one solvent embedding. And then to create a vector that combines the solute and solvent, we just concatenate the two of them, after which we have our normal feed-forward neural network to predict a property that's important for both the solute and the solvent. But in our work, we also used solvent mixtures. So to go from these two molecules to solvent mixtures, we had to implement some more complicated features, because if we have a solvent mixtures and we have solvent 1 and solvent 2, or solvent 2 and solvent 1, we want this to be permutation invariant. So we want our model to predict the same property if we switch those solvents around, because they're the same solvents and the same solvent mixtures, so they should predict the same property. So in this message passing neural network, in this extension for mixtures, we kept our solute the same. So our API also has a directed message passing neural network to predict the solute embedding. And then we have our solvent mixture, for which all the molecules are sent through the same directed message passing neural network. So for all the solvents in our mixture, we create a solvent embedding, which is then multiplied by the mole fraction of that solvent in the mixture. And we sum over all these solvents to create one embedding that represents our whole mixture of solvents. So you can see here, if we switch around solvent 1 and solvent 2, we'll get, in the end, the same embedding, which is important for us. So then we concatenate the two of those, as we did before, and we have an embedding that can be used to predict our property. So let me tell you first a little bit about how we apply this to predict solvation-free energies. So the solvation-free energy to dissolve one molecule from the vapor phase into the solvent phase. And we use the special technique called transfer learning. So in transfer learning, first very general, what we typically do is we combine data from a source where we have a lot of data, but maybe with a lower accuracy, with data where we maybe have less data, but high accuracy. So in our specific case, we were, for example, able to generate a lot of data with quantum chemistry, with software that you may know, Cosmotherm. And that was our source where we have a lot of data. But then we also have some experimental data, which is maybe a bit more scarce, definitely in the type of molecules that are considered, but it has a high accuracy. So let us combine the two of them. And basically how we do that is we first train our model on quantum chemistry data, on Cosmotherm. We learn all the parameters, we learn how molecules look like from this quantum chemistry data. We fix those, and afterwards we fine-tune our model a little bit on the experimental data that we have available. And this way we are able to capture a broad range of molecules, a broad range of chemistry, all captured in the quantum chemistry, but we are still able to predict properties at experimental accuracy by fine-tuning on this experimental data. So how does this apply now to solvation-free energy? So you can here see a table of the databases that we use. So those two blue ones, they are the quantum chemistry databases. You see we generated 1 million data points. But most importantly is that we had a lot of solutes in that database. We also did quantum chemistry calculations for pharmaceuticals, so we can actually predict solvation-free energy for pharmaceuticals, which may not be fundamentally correct, because like pharmaceuticals can't go in the vapor phase, but we're still able to predict this property for pharmaceuticals.
And then we have our experimental databases. So you can see this one for just organic solvents, this one for solvent mixtures. And you can see we have a much more bigger database for solvent mixtures. But if you look at how many solutes are represented, there are only 210. And when you look here at the molecular weight distribution, you can see that the molecular weight distribution of these solutes in the binary solve database is actually very narrow. So meaning that all these solutes, they're not APIs, they're not big molecules, they're not what we want to predict solubility in the end. They are typical solvents. So we can use this to go to experimental accuracy, but we can't use this to describe a broad range of molecules. So that's why we combine the two of them. Okay, so let me show you how these models perform. So here, I just want to show you what the effect is of pre-training on a varying data size. So we had our, this is for monosolvents, so we used this database and this database. And you can see that if we train on our complete experimental database, using this pre-training, it actually doesn't matter that much, at least not for the experimental data that we have there. But you can see that if we would only have 100 data points in our experimental data set, we would benefit a lot from using these pre-trained models. Okay, here we are comparing binary solvents, so solvation-free energy for binary solvents. I showed you the model architecture that we're using, where we were multiplying the embeddings with the mole fractions. It's called SolProp mix, but we were also comparing to some other architectures that are used in literature. We're also doing some more studies to see if this is really the proper way to implement mixtures in neural networks. But you can see that until now, at least, SolProp mix does have a good or even one of the best performances. And one of the advantages of the way we implement solvent mixtures is also that we are able to have a smooth capturing of how solubility or solvation-free energy changes as a function of the mole fraction. So you can see here the red curve is our architecture. And so we can see, I don't remember which solute this is, but you can see that we really capture the trend of experimental data, while other architectures that implement mole fractions in a different way, they have more trouble to get this. And so here you can see also the benchmark that we use, which is Cosmotone. Okay, so I just want to show you some more advantages of this transfer learning before I go to the prediction of solid solubility. So imagine that we want to predict properties for a new solvent that we don't have experimental data for, but that maybe we can quickly do quantum chemical calculations for. So here you can see a principal component analysis of one of these learned solvent embeddings. And you can see that it really captures what we expect from a solvent. So you can see that it separates water from molecules that have intramolecular hydrogen bondings. So with, for example, oxygen, nitrogen, from alcohols, amines, and then other ones. And here at the end, you can see hydrocarbons, aromatics, and halogens. And so what we try to do is we try to train our models on a certain set of solvents and try to predict on a new solvent. So we left that solvent out of the experimental training sets. And so then we compared our pre-trained models with quantum chemistry data with our experimental models only trained on experimental data. And you can see that if we try to predict, for example, hexane, which is not part of the training data, whether you use a pre-trained model or an experimental model, it doesn't matter. Because, for example, pentane is in the data set, heptane is in the data set, and it learns how alkanes behave as a solvent. So here it doesn't matter whether you use this complex kind of pre-training. But let's imagine more complicated solvents like acetonitrile, DHF, DMSO, which are more unique in a sense. If you don't have any experimental data on these kind of solvents, then the model has a lot of trouble to learn how this kind of solvents behave. So here you can see that we can really benefit from these kinds of pre-trained models where we first train on quantum chemistry data. So one more benefit of using this pre-training and using this quantum chemistry data, which is actually very important then if we move on to solubility predictions,
is the extension to higher molecular mass solutes. So here you can see the data sets for monosolvents. We have experimental data that has a certain molecular size distribution, and quantum chemistry data, which is a little bit broader at least, because we also included some APIs in those calculations. And you can see that if we train our models only on data that has a low molecular mass, and we try to predict higher molecular weight solvation-free energies, if we only do that using experimental data, we have quite high uncertainties. But when we try to do that with a pre-trained model that has seen some higher molecular weight data, you can see that we can have a much lower RMSE. So keeping that in mind, we can move on to the solubility of solids, because maybe it's not clear to you why we need the solvation-free energy, but I'll come to that right now. So when we started this project on trying to predict solid solubility of APIs in different solvents at different temperatures, we were looking for data, and there's basically no data. There's maybe 10 data points on solubility of solutes and different solvents. And so we started collecting data, but at one point we decided it was not enough to train a machine learning model in a robust way that we know that we can also expand it to new APIs and new solvents. So there is data for solvation, solid solubility in different solvents. There's a little bit at different temperatures, but not enough to decently train a machine learning model. What we did notice is we have a lot of data on solvation-free energy, which we were able to calculate with Cosmotherm, and there is quite a lot of data in different solvents, also for smaller molecules. We did have a similar amount of data for solvation enthalpy, and because of its importance in environmental sciences, we also do have a lot of data on aqueous solubility, so the solubility of APIs or other bigger molecules in water. So that's where we try to find a different creative way to predict the solubility of APIs in different solvents. So we know that the solubility of APIs in a solvent, its relative solubility with respect to the aqueous solution, it relates through the solvation-free energy from the gas. So with a set of equations, with a set of thermodynamics, with quantum chemistry calculations, we are in the end able to predict solubility in a solvent with respect to the other solvent, which in our case is water, because we have data for that one. And we are able to predict the temperature dependence through the dissolution enthalpy, which can relate to other properties like sublimation enthalpy and solvation enthalpy, which we have from experimental data or from other sources. Okay, so when we try to do this in the beginning, it looks a bit chaotic, right? So we're trying to predict log S through these formulas, and we have our limited set of experimental data that we collected. It's about 1,000 data points, but it only has less than 100 solutes and less than 100 solvents. And so here we use this aqueous solubility as a reference, and we predicted, so log K true solvation-free energy from machine learning in water and then in the solvent that we're interested in. So you see it's a little bit chaotic, but I'll come back to that later. Alternatively, what we did is instead of using aqueous solubility from machine learning, we used experimental data in the solvent, in another solvent, to relate to the solvent that we want to predict. And so you can see the performance gets a lot better. But I must say in this experimental data set, we have typically this solubility of one API in a range of solvents measured by the same person in the same lab. So there's a lot of error cancellation going on here as well. Okay, so when we zoom in those graphs a little bit more, based on the API in question, so here we have 4 different APIs. There are many more in the paper if you would like to see it. You can see that the trends are actually predicted quite well. So here we had this very chaotic parity plot, but if you look at individual solutes, you can see that trends are predicted quite well. So here we have solubility in just one solvent, and all the dots are different solvents. This is all at room temperature, by the way. And so you can see that the relative solubility between
Okay, so then we extended also this work to temperature dependence. So if we want to predict solubility at a certain temperature, we relate that to the solubility that we have at 298 Kelvin through the dissolution enthalpy, which we have from sublimation enthalpy and solvation enthalpy. And so with this formula, we can predict the trends of the solubility as a function of temperature. So we still made a small distinction between a temperature-dependent dissolution enthalpy and a fixed dissolution enthalpy at 298 Kelvin. So this first method, it works very well until, let's say, approximately 350, 360 Kelvin. But after that, we need temperature dependence of the dissolution enthalpy, which we get through temperature dependence of the solvation-free energy, solvation enthalpy, which is a little bit more complex to get. But with our models, we are also able to go there. And so you can see that we can predict the temperature dependence quite well. Okay, so the last thing that I want to show you is how we predict the solubility in different solvent mixtures. So here you can see one API where we did the predictions for solubility now in a solvent mixture. If I go back to the formula, we have our reference solubility, which is still in water. We have our solubility in a solvent mixture. And here we use the solvation free energies in water and in a solvent mixture. And so you can see that we can cover temperature dependence very well. We can also cover the solubility as a function of the mole fraction in the solvents mixture also very well, and especially the trends between different solvents are quite well captured. And so here you can see another example in ethanol water, in this case, temperature dependence, and here as a function of the mole fractions. Also in different kind of solvents, usually with water, because that's the experimental data that we find. Okay, so with this, I would like to conclude the presentation. So we used directed message passing neural networks to predict physicochemical properties of molecules and of mixtures. So by relating the molecular structure to properties through directed message passing neural networks. Again, here there is a QR code of the open source software ChemProp if you would like to try it out. Then we use transfer learning because it's important for us to be able to go from solvation free energies for small molecules and transfer that knowledge to also APIs. So we use transfer learning where we combine quantum chemistry with experimental data to have a robust model that can cover a broad range of APIs, a broad range of organic solvents, but still have somehow experimental accuracy. And then in the end, we needed hybrid models, so combining thermodynamics with machine learning to predict the solubility of solids, because there was no data on solubility of solids, and this way we are able to predict it without actually or never training on the solubility of solids at all. And so with that, I would like to thank our CREAS group at KU Leuven and also some collaborators at MIT that were there when we started this whole project. And then at last, I want to give you some QR codes of where you can find our data, our models. I must say that this content package, I'm not sure if it still works. It's still in the previous Python version, but my students are working now on an updated version where you can also include mixtures. But we also made a web interface, so if you would like to use our models in a very easy, straightforward manner by just giving the smiles, then you can get solubility at different temperatures just through a web interface. Okay, and with that, I would like to conclude my presentation. Thank you very much for your attention, and I'm happy to answer some questions if there are. Thank you, Florence, for this presentation, this interesting presentation. And well, I would like to ask one question. It's clear that it's very important to include solubility properties and all that. But I was wondering if it could be easy or it could be interesting to include environmental or toxic properties in the machine learning
in your machine learning process. Could you please tell us a little bit about this? Yes. So there are other groups that are working indeed on predicting environmental and toxic properties. I think mainly toxicological properties are quite important. And then if you have machine learning models that can predict those based on molecular structures, of course, you can combine them as well. So I don't have that much experience with predicting environmental properties, but I have worked on toxicological properties before. And so we can predict those quite accurately. But of course, the properties, they must relate to the molecular structures. Otherwise, you'll need to use a different kind of architectures. Yeah, thank you. How is your work depending on the data that you find in literature? I've heard that people that uses machine learning are very they want good quality data. How do you think it's impacting your work? Or you say, well, no, we can do with everything we find in literature. Please, can you tell us a little bit about this? Yes. So you can train any machine learning model on any data set, and it will give you an answer, and usually it will be pretty good. But in the end, what we want is we want to make a robust machine learning model that can also work a little bit outside the range of what you train it on. And we want it to always work and give us reliable answers. And that's where it gets very tricky. So I could have trained a machine learning model just on solubility, and there are people that are also doing this because there recently a larger database came out. But you can see that in our work, we never actually train on solubility, but through that thermodynamics, we are still able to predict solubility. So it gives some kind of confidence that with these thermodynamics, we can get solubility. So data, I think, is very, very important. And if you have sufficient data and a broad range of molecules, I would advise you just to train a neural network. But if you don't have that, you have to find creative ways to try to get to the property that you want in the end. And that's what we did here. But I also want to give the message that if you don't have a lot of data, even if your machine learning model gives you answers, it's not always good. Yeah, thank you. So please, if someone from the audience wants to ask questions, please do not hesitate. And well, so thank you, Florence, for sharing your sites. I think it's going to be very, very interesting to go to visit this site, Solprop and everything. So I don't see any question from the audience. Maybe we are going to pass to the next speaker. So, well, I'm going to switch into the. Thank you. Well, I'm going to switch in French. Je veux maintenant présenter la deuxième intervenante, Madame Sophie Galina. Sophie est une ingénieure recherche et développement chez ScienceCo, anciennement Solvay, où elle se spécialise dans les domaines de l'ingénierie des solvants. Elle a obtenu son diplôme de docteur à l'école d'ingénieurs de Toulouse, en INP en CIA7, et possède une solide expérience dans le développement de procédés chimiques innovants. Sophie a également contribué à des projets de recherche significatifs, notamment dans l'amélioration de la production de vanilline par fermentation, comme en témoignent ses publications et ses brevets. Son expertise en ingénierie des solvants et son expérience industrielle en font une intervenante de choix pour discuter des avancées et des applications pratiques dans ces domaines. Merci Sophie d'avoir accepté de nous présenter tes travaux de recherche et on a hâte de voir ton point de vue sur ces sujets de ton point de vue d'ingénieur de recherche ingénieur en recherche et développement. Merci Sophie. Merci Yao pour cette introduction. Alors, hop.
Je vais donc vous présenter ce matin voilà, quelques éléments sur la méthodologie appliquée chez Syensco pour l'ingénierie de solvants. Donc, je commencerai par vous présenter brièvement les activités de la société Syensco et les activités au sein du centre de recherche LOF auquel je fais partie. Ensuite, je vous détaillerai la partie notre plateforme Solvant au LOF et l'activité ingénierie de solvants. Et puis deux illustrations, le premier dans le domaine des biotech et comment nos méthodos sur le screening solvant permettent d'aider le développement de nouveaux procédés. Et un dernier exemple dans le domaine agro où les solvants sont des éléments clés et comment voilà, nos méthodos nous permettent d'aider à générer des nouvelles molécules solvants dans cette application. Brièvement, Syensco, donc Syensco comme l'a rappelé Yao, donc c'était voilà, issu de la scission de Solvay, donc la partie chimie de spécialité, donc 13 000 employés, 62 sites industriels et 12 centres de R&D répartis sur le globe et 3 principaux en France, à Aubervilliers, près de Paris, Lyon et notre petit centre de recherche LOF à côté de Bordeaux. Les grands marchés couverts par Syensco. Alors, en deux grands groupes, les matériaux de spécialité intervenant dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, aérospatiale, électronique, et puis plutôt des produits chimiques qui rentrent dans les biens de consommation, typiquement voilà, dans le domaine agro, dans les détergents, les shampoings, tout ce qui est biens de consommation, service soins à la personne et à la maison, ressources, et puis aussi des applications, des additifs qui vont rentrer dans la composition des peintures, par exemple, tout ce qu'on va mettre dans le package application industrielle. Plus précisément, voilà, ça se regroupe en 4 grandes business units. Donc, une première qui est vraiment dédiée à la production de polymères haute performance, polymères de spécialité. Une deuxième business unit axée autour des composites, base fibre de carbone, fibre de verre, donc indispensable dans le domaine de l'aéronautique, entre autres. Une business unit qui s'appelle Novecare qui va produire des produits de type surfactant qui vont rentrer dans la composition de formulations complexes dans le domaine agro, dans le domaine du home and personal care. Et typiquement, cette business unit est vraiment axée sur le développement de solutions naturelles et durables. Et une quatrième business unit, Technology Solution, dédiée au développement de produits nécessaires pour l'extraction minière. Enfin, donc une activité aussi dans le domaine de l'oil and gas, tous les additifs qui vont rentrer dans le cadre de extraction du pétrole. Et enfin, aussi une business unit autour de la production de diphénol et entre autres aussi de la vanilline artificielle ou naturelle. Enfin, 2 plateformes de croissance. La première dédiée à l'utilisation de matériaux renouvelables, carbone renouvelable, pour développer des nouveaux produits issus de la biomasse, entre autres, et aussi l'évolution de nos procédés vers plus de biotechnologie. Et une deuxième plateforme autour des matériaux pour l'énergie et typiquement tous les ingrédients qui vont entrer dans la fabrication des membranes, notamment pour les piles à combustible, piles à hydrogène et aussi dans les binders, dans les batteries. Maintenant, si je détaille un petit peu plus le LOF, Laboratoire du futur, donc nous sommes un petit centre de recherche situé à côté de Bordeaux, à Pessac. Donc, c'est une unité mixte de recherche qui a été créée en 2004, donc avec l'Université de Bordeaux et le CNRS. Donc, nous sommes aussi appelés Pôle Innovation Pierre-Gilles de Gênes, qui avait inauguré ce centre de recherche. Donc, les grands mots-clés du LOF, c'est vraiment voilà, fluide complexe, matière molle, physico-chimie, des compétences en rhéologie et en ingénierie de solvants. Avec un petit clin d'œil sur les puces micro-millifluidiques qui faisaient partie voilà, des premiers développements au LOF et qui sont encore aujourd'hui, font encore partie aujourd'hui de la boîte à outils des setups du LOF pour l'acquisition de données de base.
Donc la physico-chimie Olof, pourquoi c'est important pour Syensco? Parce qu'effectivement, il est important de comprendre les interactions dans les composants de nos mélanges complexes, que ce soit des mousses, des émulsions, des dispersions. J'ai évoqué les applications possibles dans le développement des nouveaux shampoings, des détergents, mais aussi des formulations agro. Donc la compréhension de ces systèmes-là est clé. Et dans le domaine des matériaux, là aussi, il est clé d'aller caractériser les matériaux et leurs performances pour faire évoluer ces marchés. Donc là, on va parler d'aller caractériser des gels, des membranes, des revêtements, coatings. Donc là, les marchés sont directement, voilà, les batteries, le marché des peintures, tout ce qui est solutions industrielles. Donc les compétences Olof, grossièrement, on pourrait voilà, les mettre dans ces trois grands blocs. Un bloc autour de la solubilité. Donc ça, je vous le détaillerai un petit peu plus loin. L'ingénierie des formulations. Donc le LOF a vraiment pour mission de développer des outils de screening haut débit expérimentaux pour aller améliorer la compréhension des formulations et optimiser leur composition. Et il s'agit aussi voilà, de développer des moyens d'aller caractériser au mieux des matériaux, des membranes, pour ensuite améliorer leurs procédés de production. Et ces différentes compétences, ça peuvent s'appuyer sur un socle important au LOF de compétences dans le domaine de la digitalisation, au titre de amélioration des outils au laboratoire pour le screening avec mise en place d'automatisation, de robotique, mais aussi un traitement particulier de la donnée, de, du- de la, de l'acquisition, des conditions d'acquisition de la donnée, contrôle et management de la donnée, qui vont être clés ensuite pour aller jouer avec ces bases de données. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la partie ingénierie du solvant, Olof. Donc, la plateforme Solvant Olof, elle a vraiment voilà, pour ambition de proposer des méthodos à nos clients internes chez Syensco, pour les aider à trouver des idées de solvants pour leur application donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, le client arrive avec un besoin associé à un soluté, un soluté ou plusieurs solutés et un solvant. La question est déjà de se dire, bon, ben, il faut que je trouve un solvant performant en termes de solubilité, mais c'est généralement une condition nécessaire, mais pas suffisante. Car dans la demande du client, il y a plus que ça. Il y a mon solvant doit respecter un pool de propriétés physico-chimiques qui vont être propres à l'application. Est-ce que le solvant, je dois le recycler ou pas? Donc, est-ce que donc, ça va conditionner des données autour de sa thermo, des équilibres entre phases, le boiling point, etc. Mon solvant, si je dois l'utiliser dans une application de type agro ou cosmétique, son odeur, sa miscibilité dans l'eau vont être des paramètres clés. Sa stabilité chimique, bien sûr, va être capitale s'il s'agit de trouver une alternative pour un solvant de, de polymérisation. Donc, la physico-chimie est clé sur le solvant. Ensuite, bien sûr, la question de la toxicité du solvant. Et aujourd'hui, bien entendu, l'objectif, c'est vraiment proposer des solutions solvants qui vont être respectueuses des opérateurs et donc avec une faible toxicité. Ensuite, d'autres paramètres, bien sûr, tels que le coût, la regulatory compliance, donc l'adéquation avec les instances réglementaires sont clés. Et puis, on va dire, il y a aussi un grand package de sustainability au niveau de mon solvant. Il est nécessaire aujourd'hui de proposer des solutions solvants qui aient un faible impact environnemental, donc biodégradabilité, peu d'écotoxicité, une empreinte carbone raisonnable. Et voilà, donc finalement, aujourd'hui, répondre à la question de trouver un bon solvant pour une application, c'est être capable d'avoir l'ensemble de ces informations en même temps. Et donc, nos méthodologies développées au LOF ont essayé voilà, de prendre en compte ces différents aspects pour répondre aux besoins de l'ensemble des BU, qui sont à chaque fois très spécifiques. Dans le domaine des matériaux, des exemples d'applications va être par exemple remplacer le fameux solvant polaire aprotique N-méthylpyrrolidone pour la formulation de polymères, parce que son caractère CMR fait que à court ou moyen terme, il faut qu'on doit être capable de proposer des alternatives.
Il s'agit parfois d'aller dans le domaine du recyclage des polymères, d'envisager ces voies, les voies de solvatation et d'être capable de trouver des solvants sélectifs pour aller recycler un polymère dans une membrane, par exemple. Dans le domaine consumer resources, on a typiquement des demandes autour d'aller rechercher des nouveaux solvants pour des développements de procédés, mais aussi Syensqo est producteur de solvants, donc on doit à la fois être capable de positionner correctement nos solvants par rapport en termes de performance vis-à-vis des solutés, vis-à-vis des solvants benchmark pour proposer ces solutions-là à nos clients. Et un autre aspect clé est aussi le fait d'intégrer ces approches méthodologiques pour le développement de nouveaux solvants verts. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, nos clients internes vont arriver avec une demande concernant un soluté. Ils vont nous donner des informations sur ce soluté, idéalement des échantillons de soluté. Et nous allons avoir des échanges pour définir quelles sont les cibles de cette formulation. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques en termes de physico-chimie, voilà, détailler leurs besoins voilà, en termes de toxicité, y aura-t-il besoin ou pas de recycler le solvant, etc. Et donc, notre outil majeur Olof, c'est une petite, ce qu'on appelle la Solvent Web App, un outil qu'on a développé Olof, qui intègre des bases de données solvants avec un pool de propriétés physico-chimiques, de toxicité, des petits modèles intégrant des calculs au niveau de l'impact environnemental sur ces solvants. Et couplé à ces informations intrinsèques au solvant, nous avons intégré la prise en compte de descripteurs de la solubilité. Et ces descripteurs nous viennent de différentes méthodes complémentaires. Alors, premier bloc qui nous donne des informations sur la solubilité, c'est tout d'abord le laboratoire. L'acquisition de données expérimentales au laboratoire via des outils au débit. Donc, cet élément est clé. Cette plateforme d'acquisition de données expérimentales de solubilité nous permet aussi de nous appuyer sur une approche de la solubilité qui est la théorie des paramètres de solubilité de Hansen. Donc, essayant de décrire la solubilité suivant trois grands types d'interactions. Le delta D associé à la dispersion, d'interaction de Van der Waals, delta P, un caractère propre à la polarité de la molécule, et delta H associé aux forces de liaison hydrogène possibles entre soluté et solvant. Et donc voilà, notre workflow labo est à la fois voilà, orienté et préparé pour la détermination expérimentale des paramètres de solubilité de Hansen, et même au-delà de ça, dans des conditions de concentration, de température donnée, la sphère de Hansen, donc on va dire la zone d'intérêt de notre soluté avec certaines familles de solvants. Et bien sûr, après, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller sur les solvants ou les mélanges de solvants qui nous intéresseront, aller contrôler a posteriori en fonction de des listes de solvants pertinents qui nous seront proposés, aller vérifier est-ce que ça fonctionne ou pas. Un autre descripteur de solubilité nous est apporté par les calculs de type chimie quantique, Cosmotherm, donc, qui nous permet à la fois d'avoir des informations sur une prédiction de la solubilité, mais Cosmo va aussi, au-delà de ça, nous permettre d'avoir des prédictions sur le comportement du solvant, notamment des informations de type thermodynamique, équilibre liquide-vapeur, si on veut pouvoir recycler le solvant. Enfin, un dernier pool d'informations sur la solubilité va venir d'approches de type machine learning. Alors, on va dire, toute la question est de quelle base de données expérimentale ou quelle base de données au sens général on dispose pour développer ces modèles. Donc, on a développé des petits modèles pour aller prédire, par exemple, les paramètres de solubilité à partir du SMILE. Et dans certains domaines particuliers, par exemple dans le domaine de agro, où on dispose d'une base de données assez conséquente de solubilité d'actifs utilisés dans le domaine agro, fongicides, etc., dans des solvants. Voilà. Pour certaines familles, d'aller utiliser ces données pour aller voilà, construire un petit outil pour conseiller des solvants potentiellement pertinents.
Et donc voilà, l'intégration de ces descripteurs de solubilité, donc principalement voilà, issus des paramètres de solubilité de Hansen et issus de Cosmo, euh, couplé avec la base de données des solvants et la possibilité d'aller filtrer en fonction des besoins propres aux solvants, quelle gamme de boiling point, quelle gamme de melting point, etc. Voilà, ça va nous permettre de déterminer une petite liste de solvants théoriquement pertinents que l'on va proposer aux clients, que l'on va aller tester à petite échelle au laboratoire pour, voilà, pour évaluation finale et éventuellement voilà, envisager dans une formulation finale. Donc si maintenant je détaille un petit peu plus dans le domaine au niveau expérimental, comment ça se passe, et au niveau notamment de notre approche méthodologique pour déterminer les sphères de solubilité de Hansen. Donc on a mis en place dans nos laboratoires des robots, distributeurs de solides, distributeurs de liquides, qui nous permettent d'aller très rapidement enfin, voilà, réaliser un set de tests de solubilité. Typiquement, on commence toujours par une cinquantaine de solvants standards que l'on connaît très bien. On connaît bien leur positionnement dans l'espace de Hansen. Et donc ensuite, des petits outils simples mais robustes d'agitation et pour ensuite aller observer la solubilité, soit dans des conditions de formulation à température ambiante, soit en allant chauffer. Et ensuite, l'idée est d'aller sans analyse chimique, mais observer dans nos petits flacons, à l'échelle d'1 millilitre de solvant, a-t-on ou pas la solubilité, et à partir de là, aller finalement régresser cette petite zone dans l'espace de Hansen, dans lequel on va trouver les bons solvants de notre ingrédient, de notre soluté que l'on veut regarder. Donc cette approche, on peut la regarder sous l'angle des solvants purs, mais dans les applications industrielles, souvent voilà, le solvant pur ne permet pas de répondre à l'ensemble de la demande, et donc on doit aller s'interroger sur quels sont les mélanges de solvants et qui pourraient être pertinents. Et donc à ce titre-là, on a développé un certain nombre d'algorithmes, soit de mapping autour de propositions de blindes binaires ou ternaires issues d'un mapping autour de la sphère de solubilité de Hansen, ou autre approche via notre web application Solvant, où justement on va aller proposer une liste de solvants purs et en s'appuyant sur une optimisation par rapport à la distance au centre de la sphère, de quels pourraient être les meilleurs, et donc on a une proposition de quels pourraient être les meilleurs mélanges binaires ou ternaires qui seraient théoriquement pertinents pour l'application. Sachant qu'ensuite, tout ça se termine par une validation expérimentale finale pour s'assurer de la qualité de la proposition. Donc, plusieurs descripteurs de solubilité, Hansen, Cosmo. Pourquoi? Parce que finalement, ça nous permet d'avoir une proposition un peu plus robuste. Et puis aussi, parmi les ingrédients que l'on doit regarder, très souvent, il y a des polymères. Et là, on se confronte avec une difficulté avec Cosmo, où normalement, bah, le calcul, voilà, on va le faire sur plutôt une petite structure. Même si on s'amuse quand même à essayer de regarder un peu plus loin, y compris avec Cosmo. Bah, typiquement, voilà, on avait testé un polymère, et donc voilà, le set d'expérience de solubilité au laboratoire avec une cinquantaine de solvants pour définir sa sphère de solubilité. Et puis d'un point de vue Cosmo, donc on ne pouvait pas représenter la molécule, le polymère, mais on a regardé une version un peu simplifiée, un trimère, et Cosmo RS nous permet à minima d'aller faire un classement sur ce type de structure qui ressemble à un polymère, qui pourrait se comporter un petit peu comme le polymère, et d'aller regarder un classement des solvants classés en fonction de la valeur du potentiel chimique de solvatation calculée par Cosmo RS. Et donc déjà, voilà, de se dire théoriquement, voilà, en relatif, quels pourraient être les bons et les mauvais. Et donc d'avoir ces deux descripteurs, ben, ça nous permet de représenter ce type de graphe comme celui-ci, avec en paramètres, en axe des abscisses, la valeur de RED, finalement la distance entre les paramètres de solubilité du solvant et les paramètres de solubilité du polymère, divisé par le rayon de la sphère. Donc finalement, est-on
à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère. Et puis en ordonnée, le descripteur Cosmo RS qui ici finalement était le potentiel chimique de solvatation. Et donc on va pouvoir d'une part positionner les solvants testés expérimentalement, les bons et les mauvais, les bons étant plutôt ceux avec les faibles valeurs de Mulsolv et les faibles valeurs de RED, les plus mauvais typiquement au contraire dans la zone plus extrême. Et partant de là ensuite, c'est de partir d'une base de données de solvants beaucoup plus grande et donc de déterminer parmi ces solvants que l'on n'a pas encore testés, quels seraient les plus prometteurs, quels seraient ceux qui vaudraient la peine d'être testés. Et on peut appliquer les filtres ensuite sur la toxicité, les propriétés physico-chimiques qui sont pertinentes avec l'application. Et donc, je vous parlais de la petite web application. Finalement, c'est donc un petit type formule, smile, etc. Et puis, on va avoir aussi des informations sur des propriétés physico-chimiques, boiling point, melting point, et aussi des éléments sur la toxicité. Donc la force de cette approche est donc de pouvoir jouer avec cette base, réaliser intégrer des filtres au niveau des solvants et donc sélectionner par rapport à ce que nous a demandé le client la gamme de propriétés physico-chimiques qui sera en adéquation avec le besoin. On va aussi aller exclure les phrasages qui correspondent à des éléments de risque qui ne sont pas compatibles avec l'application. Voilà, typiquement, on va enlever les solvants CMR, etc. Ou les solvants inflammables si le client ne désire pas ça dans son application. On peut aussi aller ajouter des éléments de filtre propres au nom ou au smile ou donc à la composition chimique, exclure par exemple les solvants halogénés. Intégrer des informations de type descripteur de solubilité que l'on a acquis par ailleurs avec nos données labo, la détermination des sphères de solubilité de Hansen. Et donc, on peut rentrer les valeurs de delta D, delta P, delta H de rayon. Et donc, voilà, aller calculer les valeurs de RED pour l'ensemble des solvants que l'on a a priori estimés comme étant compatibles avec l'application. On peut de la même façon aller intégrer dans notre web app le fichier Cosmo associé à notre molécule et aller calculer dans la web app la valeur de potentiel chimique de solvatation. Et donc, de fait, voilà, aller filtrer sur ces deux critères de solubilité. Donc, voilà pour les outils que l'on a développés au LOF et qui sont à dispo pour nos clients. Et voilà deux exemples de mise en musique de tout ça. Donc le premier, c'est dans le cadre d'un développement d'un procédé de type biotechnologie. Donc il s'agissait d'aller récupérer des composés d'intérêt dans des huiles de pyrolyse de bois. Dans ces huiles de pyrolyse, ce sont des magmas d'énormément de composés, des phénols, diphénols, des alkoxyphénols, en tout cas, voilà. Donc, concrètement, ces huiles de pyrolyse du bois au plus près de leur zone de production étaient, on va dire, déjà pré-séparées sous forme de coupe via une simple opération de distillation. Mais le challenge ensuite consistait à aller dans chacune des coupes, aller récupérer les molécules d'intérêt qui intéressaient nos clients. Donc là, le problème était vaste, multicomposant, multisoluté. Donc l'idée était vraiment de voir comment les approches Hansen et Cosmo RS et la méthode qu'on avait développée au LOF pouvaient aider les ingénieurs procédés à envisager les solvants qui seraient théoriquement les plus prometteurs pour les tests ensuite dans le laboratoire de génie des procédés chez Syensco pour faire des tests un peu plus détaillés avec les substances réelles et les milieux réels. Donc typiquement, je ne vais pas vous les faire tous, mais par exemple pour la troisième coupe où on avait un mélange de ces quatre structures, beaucoup de cyrengol, un peu de maltol, le pyrocatéchol et puis un peu de 3-méthoxycatéchol. Typiquement dans cette coupe, ce qui intéressait le plus le client, c'était récupérer le pyrocatéchol. On est sur des structures chimiques qui se ressemblent pas mal, donc forcément trouver a priori comme ça le bon solvant, c'était pas forcément chose évidente.
Donc, notre approche au LOF a été à partir de ces produits pris individuellement, dérouler le petit set de données expérimentales nécessaires à la définition des sphères de solubilité de Hansen. Donc, c'est ce genre de représentation-là où on a ces 3 sphères de Hansen, déterminées a priori dans des conditions de concentration identiques et à température ambiante. En parallèle, ayant les structures chimiques, on pouvait réaliser les calculs Cosmo et donc évaluer quels étaient sur un set de solvants donnés, quelles seraient les solubilités prédites par Cosmo. Et donc, voilà, on a pu établir, comme je vous le montrais tout à l'heure sur le polymère, ces genres de graphes où on regarde un petit peu la prédiction Cosmo, la prédiction Hansen, les quelques points expérimentaux que l'on a fait sur chacun de ces ingrédients. Et donc, on commençait un petit peu à sentir quelles seraient les familles de solvants à regarder. En tout cas, voilà, on avait des descripteurs de solubilité que l'on pouvait intégrer dans notre étude. Et ensuite, la Web App Solvant nous a permis d'aller faire le tri par rapport aux demandes du client, qui était de se dire, bon, OK, dans le process, rapidement, on a pu voir que l'ajout d'eau permettait de commencer à préfractionner ce mélange en récupérant dans une phase aqueuse principalement tout le pyrocatéchol et le 3-méthoxycatéchol. Et ensuite, donc on voit, ce sont les 2 grandes sphères-là, elles ne sont pas complètement superposées, ça veut dire qu'il y avait quand même des solvants qui étaient plutôt, voilà, qui avaient de l'affinité avec l'un et pas avec l'autre. Et donc, choisissant parmi ces solvants-là, donc on a pu ensuite trier en fonction de la toxicité, de la gamme de points d'ébullition, de points de fusion, éliminer les solvants halogénés qui n'étaient pas requises dans l'application et donc déterminer une liste de solutions solvants. Bon, typiquement, voilà, et proposer des choses dans le domaine des solvants conventionnels, xylène, voilà, des choses comme ça, mais aussi proposer des solutions dans le domaine des solvants plus verts, et typiquement, voilà, certains terpènes comme le limonène pouvaient être des solutions intéressantes. Donc voilà un exemple d'application des approches Hansen et Cosmo groupées pour un développement de procédés incluant l'extraction par solvant. Un autre domaine où les solvants et l'ingénierie des solvants est clé chez Syensqo, je l'ai déjà évoqué, c'est dans le domaine agro. Donc, c'est des actions qui se déroulent en continu depuis plus d'une voilà, une quinzaine d'années au LOF, où on va dire que le fait d'aller déterminer les formulations qui vont être capables d'aller solubiliser des actifs agro, fongicides, herbicides, généralement dans des concentrations extrêmement élevées, parfois seuls mais parfois en combo. Donc, pour cela, il faut des solvants, il faut des performances en solubilité qui vont être, qui doivent être très bonnes. Mais ces solvants doivent aussi être respectueux de l'environnement, peu toxiques, si possible, voilà, avec une faible empreinte carbone. Et puis des caractéristiques bien spécifiques en termes d'odeur, de points de fusion, pour que leur mise en œuvre par les agriculteurs soit facile. Donc, la méthode telle que je vous l'ai présentée, elle est déjà utilisée voilà, en routine depuis plusieurs années. Donc, l'idée étant de vraiment proposer des mélanges de solvants, on va dire, faits, customisés pour chaque combo d'actifs. Et donc, l'évolution de ce workflow-là a été de dire, mais l'utiliser aussi pour aller introduire des nouvelles générations de solvants verts, ceux qui vont être nécessaires pour solubiliser les actifs agro. Alors, il en faut des miscibles dans l'eau, il en faut des hydrophobes. La plupart du temps, voilà, enfin, souvent, ce sont des solvants polaires aprotiques, et on sait qu'on a toute une gamme de solvants toxiques à renouveler et de nouveaux solvants qui, dans la toxicité, apparaît. Par exemple, l'acétophénone est un solvant qui potentiellement cette année ou l'an prochain sa classification peut évoluer. Donc on doit anticiper ce genre de choses en axant vraiment nos efforts de recherche sur la prédiction de solubilité de nos actifs agro dans de nouveaux solvants.
Donc, comment ça se passe? Finalement, ben, c'est un travail qui se fait de main dans la main entre les physico-chimistes et les chimistes organiciens qui vont aller regarder quelles sont les poules de syntons disponibles, soit issus de la biomasse, soit issus du recyclage de nouvelles filières qui vont amener des syntons. Par exemple, des recyclages de polymères type PET vont mettre à disposition des industriels de l'acide tériphthalique recyclé. En parallèle de ça, il faut définir quels vont être les sets de réactions chimiques, de chimie organique standard, si possible, des choses qui vont être assez simples à mettre en œuvre pour que ça ait une réalité industrielle à terme. À partir de là, construire une bibliothèque de molécules solvants, une petite cinquantaine, voilà, dans les familles que l'on sait potentiellement être pertinentes vis-à-vis des actifs agro, des esters, des amides, etc. Partant de cette bibliothèque-là, il y a tout un travail de prédiction in silico, d'une part de quelle performance ces molécules-là pourraient avoir en tant que solvant, et donc une prédiction des paramètres de solubilité de Hansen, mais aussi d'ores et déjà, avec leur structure, via des modèles QSAR, aller prédire potentiellement quelle serait leur toxicité, cotoxicité, biodégradabilité. Prédiction aussi de leurs propriétés physico-chimiques, est-ce qu'elles seront intéressantes ou pas. Et donc là, typiquement, les méthodes par contribution de groupe sont clés. Ensuite, bah, à partir de là, l'étau se resserre, on va dire, se restreindre à un petit top 5 de candidats, où là, on va se lancer dans une étude expérimentale, déjà générer le produit au laboratoire, est-ce que ça va être faisable ou pas. Voilà. Ensuite, bah, échantillonner le labo qui va réaliser des tests de solubilité sur des actifs agro bien définis. Généralement, on en a un petit nombre, 7, qui vont être testés. Et donc, ça va nous permettre comme ça rapidement de positionner ce nouveau candidat solvant par rapport au benchmark, par rapport à nos solvants internes. C'est le moment aussi d'aller commencer à faire des premières évaluations de toxicité, d'écotoxicité, des premiers prototypes de formulation, évaluation de la propriété intellectuelle, etc. Et donc, de tout cela pourra ressortir un candidat intéressant. Ou pas, et sinon, ben, on continue la boucle. Donc, l'évaluation en termes d'intérêt, du point de vue, en termes de solubilité vis-à-vis de nos actifs agro, ben là encore, on s'appuie sur les paramètres de solubilité de Hansen. Donc là, une représentation de dimensions du paramètre associé à la polarité et du paramètre associé à la liaison hydrogène, où l'on va positionner des solvants de type benchmark, des MSO, acétophénone, méthylbenzoate, les solvants du portfolio ScienceCo, donc tout un tas de rhodiasolves, certains sont polyraprotiques, voilà. Donc, et on va définir une zone d'intérêt où, voilà, dans quelle zone on a un besoin d'aller investiguer un nouveau solvant. Et puis, voilà, après, mettre ça en lumière aussi, des priorités associées à ce nouveau développement, à ton besoin d'avoir quelque chose de miscible dans l'eau, immiscible dans l'eau, etc. Donc, une fois qu'on a fait un peu ce mapping-là, bah, l'idée, c'est ça, c'est une fois qu'on a synthétisé un premier échantillon de solvants, on a un pool de 7 actifs agro. Et donc, tout comme, voilà, comme quand on va faire une cotation de la solubilité pour déterminer les paramètres de solubilité de Hansen, là aussi, on a ce genre de cotation-là pour déterminer finalement, est-ce que vis-à-vis d'un ingrédient actif donné, est-ce que ce solvant est pertinent ou pas? Et donc, ça va être un moyen d'aller faire du relatif, de nouveaux green solvents en développement vis-à-vis du benchmark, par exemple acétophénone, ou vis-à-vis de ce qui pourrait être notre benchmark interne, Rhodiazole Van Madis, dans le domaine des solvants non miscibles dans l'eau. Donc, voilà, c'était un deuxième exemple pour le domaine agro. Et voilà, en conclusion, donc ce que je voulais résumer, c'était quels pouvaient être nos prochains grands challenges dans nos labos industriels pour faire développer la présence des green solvents et améliorer nos capacités dans le domaine de la prédiction des solubilités et de nos formulations. Euh, donc, un premier point est largement voilà, détaillé par Florence précédemment, mais c'est introduire des nouvelles approches prédictives de la solubilité, car parfois, voilà, Hansen et Cosmo
arrivent un peu à leur limite. Et donc, le développement d'outils de machine learning est, je pense, est clé pour vraiment nous aider à prédire au mieux sur quelles vont être les performances de nouveaux solvants ou pour un actif, un soluté, accéder rapidement à quels pourraient être des solvants pertinents. Mais la difficulté, effectivement, c'est acquérir les bases de données suffisamment robustes, suffisamment fiables. On a fait pas mal de tests au LOF dans les années qui se sont écoulées et c'est vrai qu'on s'est confronté, on s'est cassé les dents à des problèmes de qualité de ces bases de données, équilibre entre le nombre de bons et de mauvais solvants. Donc voilà, c'est un vrai axe qui, qui sera important dans les années à venir. Industriellement aussi, un sujet qui nous est posé euh, très fréquemment, c'est trouver des alternatives aux solvants polaires à protique CMR. Donc, beaucoup d'opportunités sont présentes dans la littérature, beaucoup de nouveaux fournisseurs, des startups proposent des choses. Donc, on voit apparaître plein de candidats possibles, sirène, N-butylpyrrolidone, etc. La difficulté, c'est de faire comprendre à nos clients que on aura du mal à trouver un solvant aussi universel que peut être la N-butylpyrrolidone et accepter que c'est un développement au cas par cas à chaque fois. Et puis enfin, un troisième axe auquel on s'intéresse aussi au LOF, c'est finalement de se dire on a les solvants conventionnels, moléculaires, je dirais, et puis voilà, il y a des nouvelles solutions solvants qui peuvent être pertinentes pour quand il s'agit vraiment d'aller trouver l'adéquation parfaite entre le solvant et une application, particulièrement si le solvant ensuite doit rester dans la formulation finale. Et bon, ils sont très à la mode ces temps-ci, mais c'est vrai qu'on regarde un petit peu des choses autour des deep eutectic solvents leurs versions naturelles. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a énormément de travail à faire au niveau de leur connaissance sur leur comportement, leur thermodynamique, leur stabilité, dans la mesure où voilà, nous, on doit les penser comme intégrés dans un procédé global. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Sophie, merci beaucoup pour cette présentation qui nous donne un excellent panorama de l'approche pour les nouveaux solvants et l'ingénierie du solvant d'un point de vue industriel avec ses applications. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de challenges qu'il faut attaquer. Je tiens à dire aussi que je co-anime ces groupes de travail Nouveaux Solvants avec Sophie, avec son mot à dire qui est très aiguisé du côté industriel, hein, de la partie industrielle. Et voilà, donc n'hésitez pas, l'audience, si vous avez des questions, à l'écrire ici. Nous pourrons le lire pour les intervenantes. Et je voulais poser la question à Sophie. Comment tu vois, par exemple, dans le futur, s'il y a encore, enfin, d'un point de vue industriel, est-ce que c'est difficile de créer des nouveaux solvants ou l'industrie, elle est toujours ouverte à créer des nouveaux solvants et des nouvelles applications pour ces nouveaux solvants? Oui, oui, complètement. Je dirais que l'industrie, elle est au contraire aux aguets de voir quels pourraient être ces nouveaux solvants. Donc, il y a des initiatives en interne, comme je présentais, par rapport à des domaines d'application bien précises. Mais effectivement, on a des axes de recherche aussi pour aller regarder tous ces symptômes possibles, nouveaux symptômes possibles issus de la biomasse, etc., et qui pourraient être des voies pour arriver soit à une version plus green de solvant classique, soit, enfin voilà, soit trouver des nouvelles idées de solvants. Et finalement, on se rend compte que ben voilà, c'est rapidement, voilà, c'est solvant. On a besoin de petits échantillons pour aller les tester au labo. Et c'est une activité qu'on a ici régulièrement quand des chimistes organiciens ont des molécules qui les semblent pertinentes, qui pourraient avoir un intérêt d'un point de vue solvant. On a chez nous une sorte de liste de, de solutés un peu classiques, des mélanges de polymères, d'un certain nombre de structures pour lesquelles on sait qu'il y a des vrais challenges solvants et on s'en sert un peu comme de soluté test. Et voilà, donc je dirais ça, c'est vraiment une activité de fond et qui clairement Mm.
Les besoins sont clés parce qu'on sait qu'il y a tout un tas de solvants utilisés aujourd'hui et les industriels ont du mal à s'en détacher parce que ça rentre dans une chaîne aussi. Le solvant qu'on va utiliser, le client va l'utiliser, etc. Mais voilà, de toute façon, à, à moyen terme, voilà, certains solvants CMR seront complètement bannis. Donc, il faut qu'on anticipe ce point-là. Oui, oui, on voit que l'industrie, elle est friande de nouveaux solvants et surtout des méthodes, des prédictions de ces propriétés. Alors, nous avons une question d'un spectateur. Pour les expériences, vous caractérisez l'apparition des grains à l'œil ou à l'aide d'une mesure analytique, laser ou autre? Aujourd'hui, l'observation se fait à l'œil. Mm. Effectivement. Alors, par des techniciens expérimentés qui font que ça quasiment, effectivement. Mais alors, on a déjà essayé dans le passé d'automatiser par analyse d'image. Est-ce que on pouvait voir des grains résiduels, etc. Voilà, bon, c'était finalement moins performant que l'observation à l'œil nu. Maintenant, on sait que parfois on a des faux amis. On peut avoir de l'ajustement d'indice optique qui fait qu'on voilà, on ne voit pas quelque chose qui n'est pas solubilisé. Ou dans le cadre des polymères, encore, voilà, là aussi d'autres phénomènes qui peuvent intervenir et qui voilà, vont nous donner parfois un peu des faux amis. Mais on va dire que ça a été trouvé comme un bon compromis en termes de rapidité d'information et universalité de l'information aussi. Nous avons une autre question. Bonjour, Jeff Issot de la société Processium. Merci pour cette belle présentation. Ma question, le modèle Cosmo RS est-il suffisant pour prédire les nouveaux solvants verts ou est-il nécessaire d'appliquer des modèles plus complexes ou des versions plus récentes des modèles Cosmo? Merci. Effectivement, on utilise Cosmotherm généralement avec bon, voilà, des paramétrisations plutôt voilà, type TZP Fine pour ceux qui connaissent les outils. Euh, donc je dirais voilà, Cosmo est un bon moyen de nous voilà, ces utilisations de nous donner des informations sur le comportement du solvant. Voilà, en tout cas bien complémentaire avec l'approche Hansen et puis des tests de qualification au laboratoire déjà en relatif versus d'autres solvants. Il y a une autre question. To Sophie Galina, how do you foresee the future production of novel specific green solvents? Could this require a very flexible and multi-purpose production line that uses the same range of standard building blocks and that can accommodate the specific chemical conversions that you already defined for the solvent discovery and development? Well, I think, je pense qu'il y a deux questions. How do you foresee the future production of novel specific green solvents? Comment tu vois la production de nouveaux et des solvants spécifiques plus verts, on va dire, dans le futur? Et si ça requiert de nouvelles lignes de production plus flexibles et multi-purpose. Voilà. Oui, ben, effectivement, dans le process de développement, il y avait un axe qui se disait, qui était autour de voies chimiques assez simples. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va dire que on anticipe le développement d'un procédé et l'idée de se dire pour que ce soit euh, commercialement rentable, l'idée de se dire d'avoir voilà, un procédé assez simple, donc pas trop capitalistique, comme on peut dire voilà, dans l'industrie. Donc, et pour qu'il y ait un réalisme ensuite, si en termes de performance, de propriété du solvant, les résultats sont là, que l'on puisse facilement adapter une unité de traitement existante, effectivement un peu multiproduit pour aller produire les premiers lots ou même aller les premiers lots, les envisager chez un tolleur qui aura des équipements assez classiques. Donc voilà, on va dire que le fait voilà, d'avoir une voie chimique assez simple et ensuite un procédé de purification relativement classique, ça fait partie quand même des prérequis. Si on a une molécule absolument formidable, mais que c'est une usine à gaz pour la produire, je pense qu'on va avoir énormément de mal dans l'étape de développement pour justifier son développement. Et effectivement, après, il va y avoir la facilité d'accès au synthon issu de la biomasse. Voilà, ça aussi, ça va être un point important.
Ok. J'ai une autre question de Marc Roland aussi qui a posé la question avant. The question is above is from the point of view of the small market volumes expected for specific case-by-case solvents. Si ça vaut le coup, peut-être, c'est ce que j'interprète de cette question, c'est si ça vaut le coup d'avoir des lignes de production spécifiques pour des volumes petits, ou bien on peut imaginer des petites building blocks, standard, enfin, building blocks pour produire des nouveaux solvants qui sont utilisés dans des très, très faibles Oui. volumes. Complètement, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, tout dépend du marché final. Si le volume final est très grand, là, on va dire qu'il y a un intérêt réel à développer un procédé type procédé continu, enfin voilà, dans les règles de l'art pour maîtriser la qualité et les volumes. Dans un cadre un peu plus prospectif, petit volume et modularité, ben là, clairement, l'industrie s'orientera vers des petits ateliers modulaires batch. Donc, de fait, on sait qu'on aura des limitations en termes de qualité, pureté finale, mais ça sera le modèle économique probablement qui sera celui à retenir. Plus adapté. On a une autre question. Lorsqu'il y a une incohérence entre les solubilités calculées par Cosmo RS et Hansen, quelle est l'approche adoptée par votre Solvent Web App? Merci encore. Alors, pour le coup, c'est pas elle qui va décider, c'est nous. Et on aura tendance à aller privilégier celle qui, quand même, a les pieds dans les manips, dans la thèse de solubilité. Et donc, si la sphère de Hansen est plutôt propre et si la théorie Hansen était plutôt en bon accord avec nos données expérimentales de solubilité, on va plutôt à ce moment-là privilégier la partie méthodo Hansen. Parce que sur Cosmo, on se pose souvent plein de questions. Il y a tout un travail préliminaire de préparation des molécules avant de lancer avant de lancer les calculs. Et voilà, le risque, c'est que si ce travail-là a été imparfait, on peut arriver à dire n'importe quoi avec Cosmo. Donc voilà. Donc j'aurais tendance à dire, on aurait tendance à privilégier Hansen. Monsieur Orlan, qui te remercie pour ton explication. Nous avons une autre question. Merci pour la présentation. Pourquoi vous utilisez la solubilité relative à la place de la solubilité absolue? Quel est l'avantage d'utiliser votre logiciel par rapport au logiciel HSPIP? Votre outil est disponible gratuitement. Merci. Yvonne Rodriguez-Donis du LCA Toulouse. Euh, Pourquoi l'utiliser celui-ci plutôt qu'HSPIP? Parce que, alors on va dire, on utilise HSPIP pour aller régresser les sphères de Hansen, mais l'intérêt de notre web app est finalement d'aller coupler les autres critères de choix la base HSPIP et on l'a complété de tout ce qui est données toxicologiques, certains modèles de calcul, de prédiction, de biodégradabilité, etc. Donc voilà, on va dire ça nous permet de tout de suite intégrer les contraintes de type propriété physico-chimique, toxicité de notre solvant, en même temps qu'on intègre les besoins associés à la performance en solubilité. Ça nous permet aussi justement d'à la fois introduire le descripteur Hansen et le descripteur Cosmo. Donc voilà, d'à la fois de prendre un petit peu ce qui nous semble bon dans chacune des deux. On sait très bien qu'aucune des deux voies de prédiction n'est parfaite, loin de là. Mais voilà, d'avoir les deux, de pouvoir comparer un peu les deux, c'est ce que ça nous permet. Est-ce qu'il est libre d'accès? Je ne pense pas. Et puis je ne sais plus, il y avait une troisième question, Yao. Oui, pourquoi vous utilisez la solubilité relative à la place de la solubilité absolue? Alors, je dirais, bon, quand il s'agit d'aller regarder des trimères pour un polymère, bon, parce qu'on sait que de toute façon, la valeur absolue, elle voudra strictement rien dire. Donc, aller regarder la solubilité relative, c'est finalement prendre un descripteur pour classer du meilleur au plus mauvais. Donc, à la limite, je dirais que le calcul de solubilité relative, il est un peu plus rapide sur Cosmo. Voilà, il a été choisi pour ça. Ensuite,
il était aussi un peu plus facile. Donc, le calcul Cosmo du potentiel chimique de solvatation a été implémenté alors, de façon un petit peu simplifiée, mais il a été implémenté dans la web app à partir de ce qu'on a pu récupérer dans les articles de Clamt et autres. Voilà, après, donc, on en est resté là au niveau de la web app. Et ensuite, quand on commence à arriver à cibler certains solvants un peu plus en particulier, là, on va aller regarder, on peut aller regarder les prédictions absolues de solubilité. Et là, on va se poser des questions un peu plus, voilà, s'il y a des données qu'on n'a pas été mesurées, type enthalpie de fusion ou point de fusion sur le soluté. Voilà, il y a des choses qu'on ira raffiner à ce moment-là. Mais voilà, bon, c'était un peu plus pour rapidité de calcul. Très bien. Bon, merci. Je vois plus de questions. Voilà, donc j'ai envie de remercier profondément Sophie pour cette présentation. Aussi, I want to thank Florence for her presentation. And I just want to say to Joelle, if she's around, let the place to Joelle. I don't have to say anything. Yeah. Okay. So thank you to everyone, to all the audience to be here today for this interesting topic. And I want to close this webinar and see you soon. Thank you. Thank you. Thank you.